Salut les terriens. Ce soir en P1, nous accueillons Christophe Ondelat. Christophe Ondelat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir suite à une rumeur terrible qui court dans Paris actuellement, qui a glacé le sang de tous ceux qui l'ont entendu, Christophe. Vous seriez en train de préparer un deuxième album. La réponse est oui. Vous pensez pas qu'il faudrait préparer le public plutôt? Alors, en P2, nous accueillerons Ramayad. Ramayad, pour son livre « Et si je m'étais fait couillonner », dans lequel elle raconte comment elle a tout lâché pour Borloo, qui finalement ne s'est pas présenté. Toujours en P2, nous accueillerons Yvan Attal. Yvan Attal, pour la première fois au théâtre, dans Race de David Mamet, l'histoire d'un blanc accusé de viol sur une femme noire, mais le mec n'est pas directeur du FMI. Enfin, en P3, après Le Zapping et Guillaume, nous avons choisi de vous remontrer le témoignage de Vicious Man, des Anonymous, au moment où ils sont de nouveau au cœur de l'actualité. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Christophe Ondelat, rebonsoir. Rebonsoir. Ah ouais, très bien, très bien. Plus vrai que nature. Alors, vous animez donc RTL Soir à 18h, Ouais. On refait le monde à 19h15, tous les soirs sur RTL. Et votre premier album, ou pas, est toujours en téléchargement gratuit sur christopheondelat.com. On regarde à quoi ça ressemble. On m'appelle 22 au blackjack, le type qui en fait toujours un peu trop. Les cartes tombent 22, manque de peau. Trop vite, trop fort, trop long, trop loin, trop fou, trop chaud, trop près, trop froid. Voilà, Christophe Ondelat, son premier album. Waouh. Il n'y a même pas un mec qui leur dit, en plus. C'est cool. Alors, vous dites 500 000 vues sur YouTube, Oui. 35 000 téléchargements, c'est un succès. En même temps, sur YouTube, un chat qui fait du piano, ça fait 10 millions de vues. Hein. Non, mais franchement, moi, je suis content d'être allé jusqu'au moment où une de mes chansons passe à la télévision, qu'un extrait passe comme ça. Je suis content. C'était l'objectif qui m'était fixé. Il était tout ça. Bon, on y est, alors. Évidemment, la bonne idée pour que les gens téléchargent, c'était d'en faire cadeau en même temps. Honnêtement, oui. Honnêtement, oui. Si je l'avais mis d'abord en téléchargement numérique, ça marche pas. Ouais. Donc ça, j'en aurais vendu 1000. Si j'avais mis ça en vente physique à la Fnac ou ailleurs, j'en aurais vendu probablement 2000 ou 3000 et pas plus. Parce que Mélanie Laurent en a vendu 7000. Elle est beaucoup plus glamour que moi. Son album est beaucoup plus branché, trendy, etc. Moi, il l'est pas. Donc non, ça aurait pas marché du tout. Et comme je pars en tournée, j'aurais eu personne dans mes concerts, quoi. Donc 35 000, Paris gagné, finalement. mon objectif, ça serait 100 000, disons, écoutez, voilà. sur la totalité de l'année, quoi. Voilà. Il y a eu beaucoup de critiques, on va pas les reprendre ici. J'aimerais que vous restiez jusqu'à la fin de l'émission. Vas-y, pour les Est-ce que je critiques. peux au moins critiquer votre coiffure? Oui, d'autant que c'est votre coiffeur qui l'a fait. Alors, Faut virer le coiffeur. à propos des critiques, vous avez déclaré « Ce qui a alimenté le buzz, ce sont mes grimaces. Alors peut-être que je suis un poil ridicule, je m'en fous. Jacques Brel a grimacé toute sa vie. » C'est vrai. Je m'implique beaucoup physiquement dans ce que je fais. Quand je parle, je parle avec les mains. Donc quand je chante, évidemment, ça... C'est pas que je sois crispé ou tendu, c'est que j'y mets tout votre mon côté, corps. Jacques Brel, Bon. hein. Maintenant, la prochaine fois, je ferai attention. Il y en aura moins. Ah, la bonne nouvelle, c'est que vous en préparez un deuxième. Hein. Ouais. Vous auriez pu réenregistrer le premier. Je crois que le premier, c'est un peu un miracle. Ouais. Le deuxième, c'est un truc auquel on réfléchit un peu plus. Les thèmes sont pas les mêmes. Moins jazzy, plus rock, vous avez dit. Hein. Plus rock, sans doute. Voilà. Alors, Christophe, vous êtes né en 1962 à Bayonne. Père Jean-Claude, directeur de bureau d'études. Mère Christiane, travaillait dans le social. 4 autres enfants. Et à 5 ans, vous faites de la radio dans votre salle de bain. À 14 ans, vous apprenez à taper à la machine. Oui. Et à 15, vous animez des débats de 50 personnes
à l'aumônerie du lycée. Ce que je fais, on refait le monde, je le faisais honnêtement à 14-15 ans, plutôt 16. Ouais. Mais moi j'ai grandi dans un système où les curés de l'époque, partout où ils nous entraînaient, j'allais, parce que c'était à chaque fois des territoires nouveaux. Pas partout. Partout, non, pas dans la salle de bain, d'accord. Un peu se avec les curés quand même. Non, vraiment. Alors, cette aumônerie du lycée s'appelait Arditeia, la bergerie, vous appelez ça la Ardite. Alors, c'était une petite maison au volet vert. Vous dites, j'y suis entré en 6e et je l'ai quitté 15 ans plus tard. Ouais, parce que j'y ai trouvé un endroit où j'étais bien, qui était stimulant, où on avait des projets, on se remuait, où finalement on ne réduisait pas notre adolescence à regarder la télé, sortir avec des filles, etc. Où on donnait un sens à notre vie. Alors là, avec une carotte et une ficelle en guise de micro, vous apprenez à animer l'ordre du jour, le temps de parole, les relances, comment élever la voix. Puis comment on donne la parole à des gens, comment on s'impose avec une forme d'autorité pour donner la parole. Et comment on débat aussi, avec bonne foi et mauvaise foi. On s'amusait à faire des débats où on pouvait défendre une opinion, puis une autre, avec mauvaise foi, etc. Ça m'a appris pas mal de choses que j'utilise dans mon métier aujourd'hui. Tous les jours. Alors ensuite, Sciences Po Bordeaux, dans l'idée de devenir magistrat. Mais en 1981, les radios libres vous ouvrent les portes du journalisme. Vous commencez par un remplacement d'été à la radio municipale de Bayonne. Bah oui, mon premier reportage était consacré à une exposition de timbre-poste au quartier Saint-Esprit à Bayonne. C'est un grand souvenir. Je tremblais comme une feuille pour faire ce reportage. Mais oui, le peur de le rater, que le magnéto marche pas. Alors ensuite, il y a eu Radio France Pays Basque, France Info, France Inter. Ensuite, il y aura RTL et France 2. Alors sur France 2, pendant 11 ans, vous connaissez un gros succès avec Faites entrer l'accusé, jusqu'au jour où vous décidez d'arrêter. Pourquoi ? Parce que on dit, mais on fait jamais. On dit qu'il faut toujours arrêter quand ça va bien. Et je me dis que c'était vraiment la bonne idée. Mais c'est dur. Et comme j'étais le seul à être convaincu qu'il fallait arrêter, ben ça s'est poursuivi sans moi. Le seul hiatus de mon affaire, c'est ça. Bon, sinon... Oui, c'est ça, parce que quand on vous parle de Frédéric Lantieri qui vous a remplacé, vous dites « Je n'ai pas vu les émissions et je ne les regarderai pas. Je n'ai pas digéré qu'on mette quelqu'un d'autre que moi dans le même décor avec le même concept. C'est une très mauvaise idée. Mais enfin, vous étiez parti quand même. » Je sais. Enfin, cette émission, ce qu'elle est aujourd'hui, le décor dans lequel s'est installé Frédéric Lantieri, c'est un peu de moi, quoi, quand même. C'est quelque chose qu'on a créé ensemble. C'est un peu comme si demain vous disiez bon, bah, écoutez, ça n'est rien, c'est terminé, je veux passer à autre chose. Si je m'en vais. C'est-à-dire, si je m'en vais, je peux m'en prendre à personne, mais ça ne m'empêche pas d'avoir les boules. Ah, d'accord. Mais c'est à peu près ça qui m'arrive. Vous êtes bizarre. Honnêtement, je n'aurais jamais dû dire ça. Bon, parce que ça fait petit garçon mal élevé, soupolé, etc. En même temps, vous êtes soupolé, donc c'est pas grave. En même temps, je suis un petit garçon mal élevé, soupolé. Non, je crois que les gens me comprennent bien sur ça, je l'ai vérifié. Non, les gens comprennent bien qu'ils n'aiment pas le nouveau compagnon de leur femme quand ils ont divorcé, ou inversement, les femmes n'aiment pas la nouvelle compagne de leur mari, c'est comme ça. Non, le problème, c'est que vous avez dit, en plus, Frédéric Lantieri n'a jamais fait de télé, elle a plus de 50 ans, c'est du gâchis. J'ai pas dit ça. Pauvre Frédéric. Je l'ai dit... bêtement à quelqu'un qui n'était pas censé le répéter, qui l'a répété, c'est nul, je m'en veux, je lui en veux, mais c'est comme ça, voilà, quand on va à la télévision, on s'expose à dire un minimum de une ou deux bêtises par émission qu'on regrette après. Mais c'est vrai que vous êtes zarbi. Par exemple, un jour, vous quittez le journal télévisé de France 2 à quelques minutes de l'antenne à cause d'un article de Libération où on vous traitait de boy scout. C'est rien, boy scout. Non, mais c'est pas ça. C'est parce qu'on avait révélé quelque chose de mon histoire familiale que j'avais demandé qu'on ne révèle pas. C'est tout. Bon, voilà, c'est une saloperie, c'est une trahison. Et puis, comment dire, c'est fait. C'est-à-dire que je suis absolument convaincu que j'avais dans ma tête, depuis toujours, la tentation de l'acte un peu extrême. C'est-à-dire... pour sauver des idées auxquelles je crois, ou des valeurs auxquelles je crois, ou des choses qui sont importantes, j'étais prêt à me séparer de l'essentiel, en l'occurrence de mon travail. Donc c'est important. Je sais que je l'aurais fait, je sais que je ne le referai pas, et donc il fallait le faire une fois. Voilà. Honnêtement, j'aurais pu partir 100 fois depuis de plein d'endroits. Et je le fais plus parce que déjà fait, quoi. C'est comme quitter le plateau d'émission de télé, déjà fait. Mais c'est parce que ils avaient évoqué les prisonniers auxquels vous rendez visite, c'est ça? Non. Non, parce que sur l'histoire des prisonniers, est-ce que vous dites, moi je trouve ça bien, vous dites les assassins, les violeurs, les pédophiles sont des gens qui nous ressemblent, j'ai une vraie fraternité à leur endroit, ils sont le pire de nous-mêmes.
Oui. Ça, c'est très chrétien, ça. Oh là là, j'espère que les chrétiens n'ont pas l'exclusivité de ce type Mais la compassion. de regard sur la vie. C'est pas de la compassion, c'est de la lucidité sur ce qu'est l'humanité. Ouais. Après, il se passe quelque chose chez les gens qui ont franchi le cap, qui est qu'ils ne sont pas tout à fait comme nous parce qu'ils ont franchi le cap, mais néanmoins, je n'aime pas cette société qui a décidé qu'elle était constituée de gens formidables, qui n'ont strictement aucun défaut, et de grands salopards qu'on met dans les prisons. Non. Alors, vous dites, je ne fais plus de quittage de plateau parce que je l'ai déjà fait. Le dernier quittage de plateau, c'était chez Ruquier. Et là, vous avez été terrible. Vous avez dit à Natacha Polony, vous me cassez les pieds. Waouh. Ouais. Quelle violence. Ce jour-là, j'avais décidé de ne pas faire d'esclandre et j'avais même pris un médicament que mon psy m'avait donné, qui est un bêta-bloquant qui bloque le rythme cardiaque, pour ne pas m'emballer et pas être en colère. Et donc, en fait, cette décision, je l'ai prise à froid. Ouais. C'est-à-dire que la machine à s'énerver s'est arrêtée, mais dans la tête, je me disais, tu vas quand même pas te laisser humilier comme ça. Surtout que Natacha Polony, c'est pas vraiment une critique musicale en plus, je veux dire. Ça a été sa deuxième émission et elle était légitime en rien au regard des gens. Donc c'était encore plus pénible, quoi. Après ce quittage de plateau, Nagui avait tweeté « C'est moche la drogue, ça fait de la musique de merde ». Bah, c'est nul de dire ça, parce que Sgt Pepper, c'est vachement bien. Il avait raison sur un point, c'est que quand j'ai enregistré ce fameux clip où je grimace, j'avais vraiment pris beaucoup de drogue, c'est de la drogue légale, hein. Enfin, j'avais de la morphine et de la cortisone à haute dose. J'étais à 10 jours d'une opération de hernie discale, je t'ai opéré 2 fois l'année dernière. Et donc, oui, j'étais vraiment dans un état second. Il faut faire attention. J'avais des yeux de lapin myxomatosé. C'est quand je me vois, je trouve que ça se voit. Faire gaffe avec la morphine, on s'accroche. Hein. Ben, j'ai eu beaucoup de mal à arrêter. J'ai pas eu le choix parce que ça s'est arrêté d'un coup à l'hôpital. Ils m'ont pas sevré du tout, mais on s'accroche. C'est terrible. Hein. Nous sommes toujours en compagnie de Christophe Ondelat et nous accueillons Ramayad et Yvon Attal. Alors, Ramatoulé Yad, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai qu'à part Guéant, personne ne vous appelle comme ça? Non, c'est mon prénom complet. C'est très beau. En entier. Alors, vous êtes très embottée, très bien maquillée. Je comprends pas pourquoi Mokobé, le rappeur, dans sa chanson, dit « Personne peut faire quelque chose pour le maquillage de Ramayad ». Pensez-vous qu'il nous maquille dans les Vous coulisses? êtes magnifique. Il dit qu'il faut vous démaquiller au Karcher. Ah bon? Non. Vous êtes magnifique. Bon, c'est gentil. Alors, Rama, vous êtes vice-présidente du Parti radical de Jean-Louis Borloo. Pour lui, vous avez quitté Nicolas Sarkozy. Pour lui, vous avez critiqué l'UMP. Pour lui, vous avez démissionné de l'UNESCO. Oui, ça oui. C'était l'époque où il se voyait président de la République. Les belles paroles. Tu verras, Rama, un jour, je serai président. Et vous y avez cru. Et voilà. Non, le dernier point est vrai, mais les 2 premiers, non. D'accord. J'ai quitté l'UMP à une époque où j'étais gênée par la droitisation oui, de ça, l'UMP. je comprends aussi, oui. Donc j'ai adhéré effectivement au Parti radical. Et là, au moins, bon, j'étais sûre que sur ces valeurs républicaines-là, voilà, on ne dérogerait pas. Puis Jean-Louis Borloo, au bout d'un moment, s'est dit, bah, et pourquoi pas moi aussi, être candidat à la présidentielle. Rama, est-ce que c'était une candidature bien sérieuse? Quand il vous a proposé Marie Brizard comme directrice de campagne, Comment ça? Jack Daniels comme Premier ministre. Non. À aucun moment. Non, c'était sérieux. Il avait des choses à dire aux Français. Et donc, c'est vrai que quand il s'est retiré... Il les a pas dites. On était un peu déçus, mais au fond, on comprend parce que son problème, c'était qu'il ne se sentait pas suffisamment soutenu Ah oui. par les... À part par vous. Non, mais on était quelques-uns à le Oui. soutenir, et beaucoup, et je pense énormément de gens Mais chez les Français. sérieusement, vous le voyez vraiment président, Borloo? Pas remarqué tant qu'il conduit pas, mais... Non, mais je ne sais pas pourquoi on fait cette légende. C'est marrant, hein. Mais ça lui restera, ça, c'est fou. C'est injuste. Oui. Moi qui ne bois jamais, mais jamais, je peux vous dire que je suis très sensible à ce genre de choses. Oui. Et à aucun moment, je n'ai senti quoi que ce soit de suspect. Non, je vous assure. Je vous assure. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bayrou? Bah, je ne sais pas, moi je suis comme beaucoup de Français. Ouais. J'attends de connaître les candidats à la présidentielle, notamment Nicolas Sarkozy. On le sait maintenant, et puis qu'il est qu'est-ce qu'il candidat à propose? Rama, on le sait bien maintenant, il n'y en aura pas d'autres. Hein. Oh, mais attendez qu'il se déclare. Et ensuite qu'il nous présente un projet. Et puis nous pouvons comparer, savoir est-ce que nos idées peuvent être prises en compte ou pas. Vous avez le choix entre le Modem et Sarkozy, hein, je vous le dis, hein, ça va pas s'élargir le Non, choix. mais c'est vrai que cette élection présidentielle, elle est difficile. Moi qui suis dans la politique, je me rends compte qu'il n'est pas si simple que ça de choisir un candidat. Alors bon, Borloo ne se présente pas. Tristesse un peu quand même. Tristesse, mais bon, ça va, je me suis remise depuis. Ouais.
Bon. Mais comme un malheur n'arrive jamais seul, vous avez été accusé de plagiat pour votre livre Plaidoyer pour une instruction publique publié chez Grasset. Il y a aussi l'affaire de la radiation des listes électorales de Colombes, où vous voulez vous présenter aux élections législatives en juin. Alors on a dit que vous ne viviez pas à Colombes. Alors vous avez dit si. Et la juge du tribunal d'instance de Colombes a décidé de se rendre à l'adresse indiquée. Et là, l'appartement est vide. Alors, il n'y avait pas de... Il y a des travaux. Il n'y avait pas de meubles, il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de vêtements. Vous avez dit c'est à cause d'un dégât des eaux. Non, en fait, c'est un nouvel appartement, puisque c'est une nouvelle adresse. Vous auriez pu dire j'ai été cambriolé aussi. Non, pas du tout. C'est une nouvelle adresse Ouais. qui date d'un mois. Ouais. Donc, moi, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de gens qui, le jour où ils signent, le jour où ils emménagent. D'autant que moi, j'ai 2 adresses. Donc, c'est normal. Donc, il n'y a absolument rien de scandaleux à ça. D'ailleurs, ils ont longtemps dit que je n'avais pas d'appartement à Colombes. Et puis, alors pourquoi est-ce qu'ils y sont allés C'était bien le mien. Ouais. Bon, et ce que j'y fais à l'intérieur, ça ne regarde que moi. Oui. Et si j'ai envie de faire des travaux, Si je vous fais voulez mes vivre travaux. dans un décor épuré. Mais non, mais c'est même pas ça. Si je veux prendre mon temps. Ouais. Hein. Quel bilan faites-vous de votre expérience politique jusqu'à maintenant? Une expérience très forte. J'aurais jamais cru que j'aurais vécu Ouais. tant de choses. J'ai d'abord découvert le monde. Avant, j'avais dû voir 2 ou 3 pays dans ma vie. Mon pays d'origine et puis la France, peut-être l'Allemagne, mais pas plus. Et là, j'ai vu le monde, une centaine de pays dans lesquels je suis allée et les pays où les souffrances les plus humaines sont les plus fortes. Puisque lorsque j'étais secrétaire aux droits de l'homme, c'est surtout dans les pays en guerre, en conflit, où les droits des femmes ne sont pas respectés, les droits des journalistes, où on emprisonne un homme ou une femme pour ce qu'il a dit ou écrit. Donc ça a été l'expérience la plus forte. Très bien. Voilà. Yvan Attal, rebonsoir. Bonsoir. Alors Yvan, qu'est-ce qui vous énerve le plus? Qu'on vous rappelle tout le temps que vous avez doublé Tom Cruise, qu'on vous compare sans arrêt à Al Pacino, ou qu'on vous demande si vous êtes toujours avec Charlotte Gainsbourg? Je crois que les 3 commencent à me faire Très chier bien. beaucoup, quoi. Ouais. Voilà. D'accord. Enfin, en même temps, non, Tom Cruise, ça me fait pas chier Ouais. tellement tant que ça. Non. Al Pacino non Al plus. Pacino, c'est plutôt sympathique. Et puis Charlotte, Et puis c'est normal Charlotte, qu'on tout va vous bien demande. aussi. En fait, tout va Ah, bien. en fait, tout va bien. Tout Voilà, va c'est bien. bien ce que je pensais. Alors, cette année, Charlotte a sorti un film, un disque et un bébé. Vous avez préféré quoi? Évidemment, ma petite fille. Joe. 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 Alors, Joe Attal, ça fait un peu truand comme nom. Non, mais à chaque fois. Bah non, moi j'ai. À chaque C'est la première fois fois. qu'on se voit depuis qu'elle est née. Oui, mais Me dites pas avant, à j'ai eu chaque 2 fois. autres enfants. Ah bah oui. Et tu m'as pris la tête sur le prénom Bah oui, de mes parce qu'il enfants. s'appelle pareil. Ben et Jerry. Ça Non, fait... pas Ben et Jerry. Ça fait C'est crème pas glacée. Ben et Jerry. Crème glacée. C'est Ben et Alice. Alice. Quel rapport avec la glace? Enfin, Non, mais- aucun. Bon, alors pourquoi vous avez fait un 3e enfant pour les allocs? On Non. avait envie de faire un 3e enfant. Ah ouais. Bah oui. Et alors, c'est bien? C'est super. Sa maman l'endort en chantant doucement? Exactement. Des chansons de Beck, de R. Ah oui. D'accord. Alors, vous avez vu que votre beau-frère Lulu avait sorti un On disque? va parler de la famille de Charlotte. Parlons de ma Non, c'est famille. votre famille. Viens, Attends. on parle des Attal, de ma mère, Yvette, Élie, mon père. Franchement, des fois, c'est plus rigolo. Je te jure, Ouais. c'est plus rigolo. Yvan, vous n'êtes pas ici ce soir pour vous faire emmerder avec Charlotte Gainsbourg. Là, c'est une famille. Mais non. Mais après 20 ans de cinéma, vous vous êtes enfin décidé à monter sur les planches au théâtre. Alors, vous aviez joué une fois, mais c'était au Cours Florent pour les auditions, 2 soirées en fait. Ouais. C'est vrai que c'est une première expérience professionnelle. Quoi. Voilà. Et quand vous aviez joué au Cours Florent, il y avait Rochant, Éric Rochant, qui était dans la salle. C'est là que ça a démarré, en fait. Ouais, il Vraiment. vous a pris pour un monde sans pitié. quand même. Exactement. Coup de bol. Ouais. Alors, la pièce que vous jouez au Théâtre des Champs-Élysées avec Sarah Martins, Alex Descas, Thibaut de Montalembert s'appelle Race. Alors, le pitch, c'est un avocat qui voit débarquer dans son cabinet un riche client blanc accusé d'avoir violé une jeune femme noire. Ah ouais. Pourquoi vous me regardez Non, je regarde, c'est pas. Non, alors je vais vous dire. Non, c'est pas à cause de la jeune femme noire. Ça peut faire penser à DSK. Non, mais c'est sûr que dans le pitch comme Voilà. ça Ah oui. de la pièce, ça fait penser à ça. pour ça que je Mamet regardais. a écrit la pièce il y a 2 ans. C'est Ouais. dire à quel point il était visionnaire, parce qu'il y a Ouais. quand même, la pièce soulève des questions qui ont été soulevées pendant cette affaire Mm. DSK. Parce qu'effectivement, on va se rendre compte que c'est les symboles qui prennent le dessus Ouais. sur les faits eux-mêmes, quoi. Quand 2 personnes sont opposées, en tout cas quand il y a un conflit entre 2 personnes, si elles sont de races différentes, ça ajoute au problème. Ouais. Voilà. Ça pervertit le débat. Vous avez déclaré, je suis juif, mais je pourrais être noir. C'est pour ça que ça vous touche à ce point-là.
il y a cette paranoïa quand on est en conflit avec quelqu'un qui est d'une religion différente ou d'une race différente. Il y a toujours cette paranoïa-là, ça veut dire de ne pas vouloir apparaître antisémite ou raciste. Ouais. Et d'un autre côté, parfois, on abuse aussi de cette chose-là. On va la chercher. On se rend bien compte quand il y a des conflits que toutes ces choses se mêlent et qu'il faut absolument les dépasser. Donc c'est dans ce sens-là que je voulais dire Ouais. ça. Mais j'ai pas envie de parler des Juifs. Pourquoi? Parce qu'il y en a marre. À chaque fois que je viens ici, je parle des Juifs. Ah bon? Ouais, je crois. Et de Charlotte, évidemment. Ben voilà. Bon, Yvan, on regarde à quoi ça ressemble. Pensez-vous que les Noirs sont stupides? Je pense que les Noirs sont fragiles. Les Noirs sont différents des autres? Tout le monde est différent. Parfois, on se rejoint. On se rejoint. Oui. Pour former. Un groupe, une race, un jury, un public, un attroupement. Et vous pensez que les Noirs sont fragiles? J'en ai la certitude. Pourquoi? Parce que tout est fait pour que vous ayez honte d'être ce que vous êtes. Honte? Oui. Davantage que les autres communautés? Quelle communauté n'a pas affaire avec la honte ou la culpabilité? Les Juifs ont affaire avec la culpabilité, les Noirs avec la honte. Voilà deux de nos plus étonnantes façons d'entretenir des sentiments d'infériorité. Voilà, Yvan Attal dans Race de David Mamet. Quand j'ai vu la pièce, c'est très très bien. Parfait. Alors, Yvan, vous avez soutenu Jospin en 2002, Royal en 2007, histoire de faire le grand chelem de la loose, là. Vous voulez soutenir qui cette année? Bon, écoute, on va en parler, parce que c'est Très le bien. sujet du débat d'actu. On passe maintenant à l'actualité de la semaine, avec l'édito de Blacko 1, et c'est Roland Quérol, directeur du Centre d'études et d'analyse au sein du CEVIPOF, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Le problème de cette campagne présidentielle, c'est qu'elle n'est pas très bandante. Le changement, c'est maintenant. C'est maintenant. Désolé d'être grossier, mais franchement, il y a un candidat qui vous excite? Les Hollande, Sarkozy, Bayrou et les autres. Un programme qui vous fait rêver? Bah si c'est le cas, vous avez bien de la chance, parce qu'à l'heure actuelle, 48% des Français ne savent pas encore pour qui voter. Salut à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver. Je risque de ne pas pouvoir être candidate en avril prochain. Lequel choisir? Pour désarmer les marchés financiers. Qu'ils s'en aillent tous! Ah, pas facile de se décider, hein. Selon un sondage du journal La Croix, plus de 70% des Français trouvent que la campagne présidentielle n'apporte aucune réponse à leurs préoccupations principales. Pourtant, les Français ne demandent pas grand-chose, simplement un président capable de maintenir l'emploi, de limiter la hausse des prix et de ne pas diminuer les remboursements des soins. Mais quel candidat est à la hauteur de cette mission? Pour le savoir, La Croix a posé la question aux Français. Et vous savez qui a gagné? Aucun! Pour 29% des Français, aucun candidat ne propose de solution capable d'améliorer la vie quotidienne. Seuls 22% des Français croient aux solutions proposées par Hollande, contre 21% qui croient à celles proposées par Sarkozy. Si l'électricien voulait arrêter de toucher à la lumière, ça faciliterait les choses. Comme quoi, Hollande n'a pas vraiment convaincu qu'il ferait mieux que Sarkozy. C'est juste qu'il a l'air un peu plus sympa. J'aime les gens. Casse-toi là. Alors, Hollande ou Sarkozy? C'est vrai que c'est pas très excitant, hein. D'ailleurs, 47% des Français souhaitent que ni l'un ni l'autre ne soit élu. Alors lequel choisir? Bayrou? Mais il n'aura jamais la majorité au Parlement. Souvenez-vous, ceux qui croyaient au ciel. Ou alors Le Pen, mais elle n'aura jamais la majorité des électeurs. Je suis obligé d'alerter à nouveau. Alors si aucun candidat ne nous convient, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est vraiment obligé d'élire un président? Vous croyez que c'est indispensable? Eh ben, pas sûr. En Belgique, ils sont restés 1 an et demi sans aucun chef de gouvernement. Et résultat, le chômage a baissé de presque 2%. Il est désormais de 6,6% contre 9,8% pour la France. Voilà, c'était l'édito de Blacko 1, mise en image de Julien Grappe. Roland Quérol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du CETAN au sein du CEVIPOF et vous venez de publier « Tenez enfin vos promesses » chez Fayard. Bienvenue parmi nous, Roland. Alors, vous dites dans votre livre que si la campagne présidentielle ne s'annonce pas bandante, c'est parce qu'on n'est pas dans le projet contre projet, mais dans le rejet contre rejet. Oui, c'est clair qu'on sait aujourd'hui qu'une majorité de Français, ça fait un moment,
On a marre de Sarkozy. On a marché les uns et les autres à l'élection de 2007. Ouais. Alors que ça faisait 25 ans qu'on allait de moins en moins voter, qu'on s'intéressait de moins en moins à la politique, il y a eu un déclic. Et puis le soufflet est retombé après. Alors voilà, il est d'autant plus retombé qu'on a le sentiment que le compte n'y est pas. Ouais. Et du coup, on leur en veut, on s'en veut aussi un peu d'avoir marché. Alors, je reprends les chiffres de l'édito de Blacko. 48% des Français ne savent pas encore pour qui voter. 30% vont se décider 10 jours avant. Et 70% trouvent que la campagne n'apporte pas de réponse à leurs questions. Alors vous, par exemple, Christophe Ondelat, est-ce que vous savez aujourd'hui pour qui vous allez voter? Oui, moi, je sais pas ce que je vais faire, parce que je vote blanc par confort intellectuel, pour pouvoir recevoir aussi bien Ramayad, François Hollande, Ségolène Royal, tranquillement. Mais si j'avais dû voter, je pense que je serais assez emblématique. Je pense que j'appartiens à la catégorie des gens qui ne sauraient pas encore. Ah oui. Je crois qu'on est dans une société où d'abord on zappe les gens beaucoup plus vite qu'on ne les zappait autrefois, et on manque de nouveautés. Le seul qui, aujourd'hui, a toutes les qualités, me semble-t-il, pour une campagne contemporaine, des années de l'Internet, c'est Mélenchon. Et étrangement, Mélenchon, qui a une capacité de séduction, etc., il décolle pas. C'est bizarre parce qu'une majorité de Français veut réformer le capitalisme. Oui. Il est le seul à le proposer, vraiment. Ouais. Et personne n'en veut. C'est-à-dire que je crois que les gens sont résignés à cette affaire de capitalisme. Je crois que les gens ont surtout compris que tous les candidats qui leur disent qu'avec leurs petits bras musclés, ils vont pouvoir tenir le système financier mondial leur racontent des blagues. Yvan, vous savez pour qui vous allez voter, vous? Je me demande, en fait. Ce qui est fou, c'est que, en réalité, oui, traditionnellement, je suis de gauche, j'ai été élevé comme ça. Mon père avait sa carte du PS et j'ai grandi comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avant tout, on a envie de suivre quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui nous emmène. Hollande. Quand même, à la sortie, oui. Probablement. Mais c'est pas bandant. Oui, mais bon, ça peut venir, on sait comment c'est. Vous alors, Marie, moi, écoutez, vous verrez bien. Moi, j'appartiens aux nouvelles générations. J'ai envie que pour mon pays, on ait une vision. Et qu'on pense à la jeunesse, qui a 25% au chômage. Qu'on pense à la question de l'école. L'école qui est aujourd'hui un Titanic, c'est monstrueux. Et je veux surtout pas de ceux qui nous disent, effectivement, qu'ils vont arrêter la finance mondiale, parce qu'on sait très bien, François Hollande a arrêté la finance mondiale. Non, mais vous y croyez? Enfin, je veux dire, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles, quoi. Sarkozy, à Toulon, il nous a expliqué qu'il allait réguler la finance. Il ne l'a jamais fait mais non vous plus. Vous croyez que Ségolène Royal aurait mieux fait si elle avait été à sa place? Non. Je pense que ça aurait même été pire. Étonnant, et François Hollande à sa place? Vous êtes dans la politique, c'est votre job, et vous ne savez pas pour qui voter. Alors mettez non, parce que moi, je savais pour qui voter. J'avais un candidat. C'était Jean-Louis Borloo. C'est dommage, quand même. Ben oui, c'est dommage. Oui, alors, dommage. Si on regarde la cause de la désaffection des Français pour les candidats, selon le Cevipof, que vous connaissez bien, 39% c'est méfiance des politiques, 23% c'est le dégoût, 12% c'est l'ennui, 6% l'espoir et 0% l'enthousiasme. C'est quand même extraordinaire. En fait, on sent un besoin de changement. Faut changer de génération, faut changer les équipes, faut qu'ils acceptent que le monde a changé et qu'eux ont été élus dans un autre monde. C'est ça le problème. Toujours le Cevipof, 56% des sondés font confiance ni à la droite ni à la gauche. On est devenu incroyablement raisonnable. On ne peut plus écouter des gens qui vont nous faire 1000 promesses, changer la vie avec des mots en isme. On veut des choses raisonnables. C'est ce qu'a compris Hollande, ça. C'est ce qu'a compris Hollande. Il fait un projet qui est raisonnable. Et c'est ce qu'ils vont être tous forcés de comprendre. Vous allez voir, on va avoir une campagne plus sérieuse, plus sur les projets qu'on ne croit. Je suis pas sûr que le projet d'Hollande soit si raisonnable que ça, avec les dizaines de milliers de postes de fonctionnaires qu'il veut créer dans l'éducation nationale. Je trouve cette Hollande-mania soudaine, absolument... Vous énervez pas, ça a duré 3 jours après le Bourget, vous savez. Oui, écoutez, j'espère qu'on reviendra un peu plus de raison. Bon, alors, si on prend les candidats, Sarko qui dit, dans le Figaro, enfin, c'est un off, mais bon, sur le papier, j'ai perdu. Il a vraiment perdu, Roland, vous croyez? Sur le papier, il a perdu. Sur le papier, il a perdu. Sur le papier, il fait un score médiocre, il a une cote de popularité qui ne bouge pas, il a beau s'agiter en Europe et dans le monde, ça n'a rien changé. Et il rencontre la quadrature du cercle. Il faut au second tour, s'il est là au second tour, il faut qu'à la fois qu'il ait tous ceux qui sont aujourd'hui centristes, modérés, qui se méfient de lui, et toute l'extrême droite. S'il n'a pas les uns et les autres, il est battu. Christophe, tu crois qu'il a vraiment perdu? Sarko s'est plié pour lui? J'ai parié déjà 1 ou 2 fois sur la victoire de Sarkozy, donc
Je me suis déjà un peu engagé. Oui, je crois à sa capacité. C'est un monstre politique. Et je pense qu'il a encore une capacité à faire rêver les gens, aussi étrange que ça puisse paraître, même s'ils sont moins prêts à se faire raconter des histoires. Non, en revanche, je pense que nous assisterons à une élection avec une des plus faibles participations. Je ne sens pas que les gens se passionnent pour cette élection. Je suis terrorisé par ça. Je pense que pour le coup, la France peut se livrer le coup d'après à Marine Le Pen sur un écœurement cumulé, etc. C'est-à-dire que, et sur une très faible participation, c'est pas bien tout ce qui se passe là. Plus la participation sera faible, plus Marine Le Pen sera haute. Parce que les électeurs du Front National sont beaucoup plus déterminés. Marine Le Pen a des chances d'être élue pour vous? Sur ce coup-là, non. Non. Non, parce qu'elle peut joue les législatives, elle peut faire un beau score, mais il reste que plus des 2 tiers des Français ne veulent en aucun cas l'envoyer au pouvoir. Et même la moitié de ces électeurs ne veulent pas qu'elle aille au pouvoir. C'est une façon de dire non, ou même de dire merde, ça ne va pas. Moi, je ne limite pas le vote du Front National à un vote juste d'exaspération et de colère. Il y a une part d'adhésion, mais que je n'attribue pas au talent particulier de Marine Le Pen, mais plutôt au rejet du reste de la classe politique. S'il y avait eu Borloo, putain. Non, mais moi, ça me flingue, cette histoire, hein, vraiment. Vous avez tout quitté pour lui. Pour finir, Bayrou, donc, lui, il est élu. S'il arrive au second tour, il est élu, c'est Absolument, sûr. Voilà. Absolument. Parce que son problème à lui, c'est d'être au deuxième tour. Eh oui, c'est quand même dur. C'est que quand on est bon pour le second tour, il faut quand même franchir le premier d'abord. C'est terrible. Et là, sinon, il est élu. Sinon, il est élu, oui. Alors, Roland, dans votre livre, vous dites en fait que le problème, et je suis assez d'accord avec vous, c'est l'alliance du suffrage universel et de la puissance des médias. Parce qu'on est dans la personnalisation à outrance. Dans un pays, en plus, qui est un des rares pays au monde où il faut 50% pour passer. Dans la plupart des pays, on gouverne avec 35-40%, puis on fait des alliances. En France, il faut 50%. Aucun camp ne les fait, ni la gauche ni la droite. Et là-dedans, les médias jouent un rôle absolument fondamental, parce que les gens qui font la différence, c'est par les médias qui savent comment ça se passe. Ils n'ont pas d'intérêt. Donc c'est la prime à celui qui a le meilleur look, qui se démerde le mieux à la télé. Et en même temps, qui dit des choses. C'est quand même l'idée qu'il faut faire confiance. Confiance à quelqu'un à qui on donne les clés de la maison. Bien. Merci Roland. On continue à discuter de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko 2. Attention, le téléchargement illégal, c'est du vol. Si le FBI vous chope, des flics vont venir défoncer votre porte et on vous collera en tôle. Vous n'y croyez pas? Et pourtant, c'est ce qui est arrivé à Kim.com. Le patron de Mega Upload est incarcéré depuis une semaine et son site, qui compte 180 millions d'abonnés, a été fermé par le FBI. Faut reconnaître que Kim avait poussé le bouchon très loin. Cet ancien hacker a violé le copyright dans les grandes largeurs. Le FBI l'accuse d'avoir fait perdre 500 millions de dollars à l'industrie américaine du show business. En favorisant le piratage, il aurait lui-même gagné 175 millions de dollars. C'est comme ça qu'il s'est payé une maison de 30 millions, comme un acteur de Hollywood, et aussi une quinzaine de voitures de sport, comme un rappeur de Los Angeles. Sauf que les stars, c'est pas pareil. Elles méritent cet argent gagné honnêtement, à la sueur de leur front. Tandis que Kim.com, c'est un voleur. Aujourd'hui, il risque 50 ans de prison. Mais attention, ses complices courent toujours. Rien qu'en France, Mega Upload comptait 15 millions d'utilisateurs. Parmi eux, combien de voleurs? Faudrait que le FBI poursuive son enquête pour le savoir. Si quelques pirates de plus finissaient en prison, ça ferait réfléchir les autres. En France, la loi prévoit jusqu'à 3 ans de prison pour le piratage sur Internet. Pour vous dire si c'est grave, quand on profane un cadavre dans un cimetière, ça ne vaut pas plus d'1 an de prison. Faut dire que l'entrée des cimetières est gratuite, hein. Du coup, les morts ne rapportent pas d'argent. Voilà, c'était l'édito de Blacko 2, mise en image de Julien Gras. Bravo. Alors Christophe, pour vous, Adopi, c'est un leurre. Le disque payant, donc, et le téléchargement payant n'ont aucun avenir. Enfin, il y a peut-être un avenir dans un système de licence globale où on paierait finalement sur son abonnement Internet et sans avoir le choix. Ce que veut faire Hollande, c'est une espèce de SACEM bis. Voilà, simplement, ça ne finance pas à hauteur des droits d'auteur tels qu'ils sont rémunérés actuellement aux artistes et aux auteurs par le système actuel. Donc ça se substituera médiocrement au système des droits d'auteur. Oui, mais la gratuité, ça veut dire plus d'argent, ça veut dire plus de production. La musique a déjà été bousillée par Internet, parce qu'aujourd'hui... Bousillée. Excusez-moi, mais il y a plus de musique. Faut-il souhaiter que le cinéma et les séries soient victimes du drame
dont a été victime la musique. Je crois qu'on a mis trop de temps, on a mis trop de temps avec la musique. C'est pour ça qu'ils se sont fait vraiment défoncer. Mais il faut absolument... On se rend bien compte que chaque mercredi, si on parle de cinéma, chaque mercredi, il y a 15-20 films qui sortent. On ne peut pas tout aller voir. C'est trop. Et que si ces films étaient disponibles aussi sur Internet... Moi, le premier, il y a peut-être un film que j'irai voir dans la semaine et je pourrais télécharger des films. Mais s'ils sont gratuits, comment tu vas faire? Qui va payer? Parce que la musique n'a plus aucune maison de disques qui finance des jeunes chanteurs. Moi, je suis pour adopter. Il va se trouver une économie. Pourquoi les films ne sont pas achetables sur Internet dès le jour de leur sortie? Achetables? Oui, achetables. Mais dès le jour de leur sortie. Oui, mais on a envie de pirater des films qui ont déjà 1 an, 2 ans. Voilà, mais Intouchable et piraté, ça oui, pas mais 2 ans. parce qu'il n'est pas achetable tout de suite. Et je suis sûr que s'il était sur le net et qu'on pouvait acheter Intouchable ou un autre film, une nouveauté, les gens iraient légalement acheter un film parce qu'ils ont envie de le voir, parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer pour aller voir 15 films par semaine. Rama, quelle est votre position? Moi, je comprends les raisons qui justifient les droits d'auteur à protéger, etc. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est un vent de liberté d'une puissance absolue qui touche tous les pays du monde, partout où il y a un accès Internet. Comment voulez-vous stopper un tel mouvement? Ça me semble, à mon avis, impossible. Ça vous choque quand on arrête ce type-là? Ah, lui, non. Non, mais il a l'air... C'est un escroc, donc... Il a l'air... Tous les gens qui donnent des films gratuitement sur Internet sont des escrocs. Non, mais lui, il s'enrichit dessus Mais oui, de manière éhontée. manifestement, c'est un millionnaire. Multimillionnaire, donc... On n'imaginait même pas que c'était celui-là. C'est un escroc. Si c'est pas lui, ce sera un autre. Vous fermez Mega Upload, il y en a d'autres qui s'ouvrent et qui trouveront un moyen de contourner les règles du FBI. Il y a des lois aux États-Unis en préparation, et en France bientôt, contre les gens qui pillent, qui vont être terribles. Hein. Moi, je suis persuadé qu'on va progressivement changer d'économie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre éternellement dans la gratuité, même si on s'y est habitué et même si les moyens techniques existent. Le problème, c'est qu'il faut un système complètement nouveau où, en effet, on ne payera pas à l'acte, comme chez le médecin. Ouais. Il faut qu'on paye notre quote-part. Et après tout, en musique, ça a quand même commencé. Ça a mis très longtemps, vous avez raison de le dire. Mais c'est peanuts, sauf que le chiffre d'affaires de la musique s'est stabilisé cette année pour la première fois. Ça remonte même. Donc voilà, il faut petit à petit habituer les gens à ce qu'ils payent. C'est pas encore très clair ce que proposent les uns et les autres, ni d'ailleurs les socialistes qui ont lancé la licence globale. Mais c'est peut-être des pistes pour essayer de trouver une nouvelle économie du système. C'est une raison de s'intéresser à la campagne, ça. Ben, en voilà une. Roland, merci d'avoir été avec nous. Nous sommes toujours en compagnie de Ramayad, Christophe Ondelat, Yvan Attal. Et à 20h, nous reverrons le témoignage de Vicious Man des Anonymous. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. À vous, Stéphane, pour Guillon 2012. Et on commence avec la nouvelle de la semaine qui nous a tous cueillis à froid. Nouvelle évidemment très triste, cette déclaration de Nicolas Sarkozy. En cas de défaite, vous n'entendrez plus parler de moi. 5 ans de bonheur, de fêtes, de rencontres, d'amour, de petites phrases. 5 ans de justice, de modestie, de soucis des personnes âgées, de progrès sociaux, de résultats économiques sans précédent. Tout ça est peut-être fini. Merci. Merci beaucoup, merci. Allez, reprends-toi. Ça va aller. Allez. Nicolas Sarkozy à la faveur des catholiques. Oui. Faut être très croyant pour y croire. Notre Père qui êtes aux cieux, que Nicolas soit sanctifié, que son règne arrive de nouveau, que sa volonté soit faite partout, à l'Élysée, au G20, en Europe, dans le monde, partout. Donnez-nous notre bêtisier quotidien, les tweets de Morano, les sorties de route de son escorte, mais délivrez-nous de François Hollande. Par pitié, pas de François Hollande. Amen. Ça va? J'y arrive pas.
Royal ne veut plus être zappé. Ségolène n'a pas apprécié qu'aucune photo d'elle et de François Hollande n'ait été projetée au meeting du Bourget. C'est vrai que c'est dégueulasse. 20 ans de vie commune passés à la trappe, ça se fait pas. On peut voir des photos de Ségolène et François? Ah bah ouais. Oh, ouais. 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 Ouais, si les socialistes veulent gagner la présidentielle, faut surtout pas montrer ces photos. Brice Hortefeux déclare que François Hollande est un candidat des années 70-80. Oui. Alors que Brice, lui, c'est vraiment un politique de son temps, moderne, ouvert, pas du tout le genre à pratiquer un humour de beauf, style années 70. Et Marcel, 2 Arabes sont dans une 4L. Qui conduit? La police. Et Lucien, tu connais l'histoire des 2 Roms qui tombent d'une falaise? Moi non plus, mais j'aime beaucoup le début. Et Brice, c'est vraiment un mec des années 2010, 2020, humain, moderne, très classe. T'es gentil avec vous, Brice? Ça allait. Ça allait? Ouais. C'est un souvenir fort? Ouais, ça allait. Ouais, ça allait. Ouais. Une équipe américaine vient de franchir un pas décisif dans le traitement de la cécité en réussissant une greffe de cellules dans l'œil. Un immense espoir pour tous les aveugles. Oh merde. Si Gilbert Montagnier retrouve la vue et qu'il s'aperçoit pour qui il a travaillé, ça va être très dur. Signe de grosse déprime, certains ministres ont rencontré des chasseurs de tête pour préparer leur reconversion. Oh putain, ça va pas être évident, hein, voilà. Il y en a 2 pour qui c'est évident. Éric Besson, capitaine chez Costa Croisière, hein. C'est le genre à quitter le navire. Et Nadine Morano, coureuse sur le Paris-Dakar. Il y a toujours des gosses à faucher. Et vous n'avez pas le souci de la reconversion puisque vous êtes parti avant les autres. En même temps, vous avez peut-être sauvé votre carrière en... On verra. Nadine Morano, qui s'est prononcée plusieurs fois contre la vente de jeux vidéo dangereux, va sortir son propre jeu. Nadine Morano Crash One. Pour rentrer chez elle à Nancy, la ministre prend sa voiture. Sa mission, arriver plus vite que le TGV. Pour cela, tout est permis. Prendre l'essence interdit et écraser les piétons qui encombrent son passage. Si vous écrabouillez un étudiant avec un iPod, marquez 4 points. Une mamie, 8 points. Une femme enceinte, 12 points. Une femme enceinte roumaine, marquez 30 points avec le jackpot Claude Guéant. Nadine Morano Crash One. Un jeu pour toute la famille. A game for all family. L'autorité de sûreté nucléaire a émis un rapport accablant pour la centrale de Civaux. Des fuites de tritium polluent la nappe phréatique. Bon, on va appeler Éric Besson, hein, c'est le responsable des centrales, ministre de l'énergie, c'est son boulot. On va l'avertir, comme c'est pas normal de... Bienvenue au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État. Merci de patienter, nous allons vous répondre dans un instant. Welcome to the Ministry for the Economy, Finance and Industry, Ministry for the Budget, Public Accounts and the State Reform. Please hold the line. Your call will be answered shortly. Centre d'accueil téléphonique, bonjour. Bonjour madame, j'aimerais parler à Éric Besson, s'il vous plaît. Oui, qui dois-je annoncer, monsieur? Monsieur Lussac. Monsieur? Monsieur Lussac, j'habite à Lussac-les-Châteaux. C'est à côté de la centrale nucléaire où il y a des fuites là, de tritium et je suis extrêmement inquiet. Vous pouvez me le passer très vite, s'il vous plaît, merci. Actuellement, il y a des fuites, vous me dites? Oui, madame, bah, c'est dans toute la presse. Il y a des fuites à la centrale de Civaux, quoi. Et moi, j'habite juste en face, donc j'aimerais parler à monsieur Besson très vite, quoi. Un instant, monsieur, je vois si la secrétaire peut prendre. Mais faites vite, surtout. Merci, madame.
Bienvenue au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État. Merci de patienter, nous allons vous répondre dans un instant. Welcome to the Ministry for the Economy, Finance and Industry, Ministry for the Budget, Public Accounts and the State Reform. Bon, je crois, Please Thierry, hold the line. voilà, merci. Je crois qu'en cas d'accident nucléaire, nous sommes sauvés. Il devait être sur Twitter, je pense. Quand il est sur Twitter, il peut pas... Non, être partout, Twitter, hein. c'est Twitter. Ouais. L'Iran déclare la guerre aux poupées Barbie, considérées comme le signe de la culture permissive occidentale. Eh oui, en Iran, Barbie est considérée comme une grosse salope. Si Barbie, par exemple, vole une pomme et qu'on applique la charia, Barbie est amputée de la main droite, et c'est la règle, c'est les textes, et de la jambe gauche. Voilà. Si Barbie trompe Ken, Barbie est lapidée par toute la famille de Ken. En revanche, pour Ken, la vie est plus cool. C'est un garçon. Il peut voler des pommes et se taper toutes les cousines de Barbie. Ken est un mec. En revanche, si Ken couche avec un garçon, si Ken se fait Ken, si Ken se fait sodomiser par Action Man, en Arabie Saoudite, Ken est décapité. Voilà, c'est tout ça. C'est l'Arabie Saoudite. Hein. Vous avez la Gambie, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Ce sont des beaux pays, mais avec des règles. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup. Voilà. C'était Stéphane Dion. Je vous retrouverai ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. Alors, les Anonymous ont de nouveau fait l'actualité cette semaine en hackant des dizaines de sites Internet, dont ceux du FBI et de l'Élysée, pour protester contre la fermeture de Mega Upload. Mais les Anonymous ont été également au cœur des révolutions arabes il y a un an. Qui sont les Anonymous? Il y a quelques mois, nous en recevions un. Voici son témoignage. Vicious, rebonsoir. Rebonsoir. Vous êtes né à la fin des années 80 en Île-de-France, de parents ouvriers, et vous avez quelques frères et sœurs. C'est tout ce que vous acceptez de dire sur vos origines, n'est-ce pas? Oui, ça me protège de certaines personnes qui n'aiment pas trop notre mouvement. Ouais. Alors, à l'école, vous étiez un élève ni bon ni mauvais, vous étiez dans la moyenne. Votre vie commence vers l'âge de 7 ans, quand un ami de vos parents vous offre un vieil ordinateur, et avec l'aide de votre frère, vous le démontez entièrement pour l'astiquer pièce par pièce, comme ça. Vous dites... Pour moi, c'était un gros Lego. Tous les jours, je me disais que je pouvais aller plus loin le lendemain. Et à partir de là, j'ai toujours eu les doigts sur un ordinateur. Vous avez attrapé le virus, quoi. Ça m'a appris beaucoup de choses et du coup, j'y ai pris goût. Alors, au fil des ans, vous vous réfugiez de plus en plus souvent dans l'informatique, qui sera pour vous un objet à la fois d'apprentissage du monde et de loisirs. Tout à fait. L'informatique et surtout Internet permet d'avoir des informations fraîches de manière rapide et surtout de plus en plus crédibles, ce qui n'était pas le cas au début d'Internet. Ouais. Alors après le bac, vous faites des études d'aéronautique où vous vous épanouissez encore aujourd'hui. Et là, en naviguant sur le web, vous commencez à vous passionner pour l'actualité internationale. Et un jour, au début de l'année 2008, vous découvrez une vidéo où Tom Cruise fait l'apologie de l'église de Scientologie. On voit Tom Cruise qui se met quasiment à baver en disant qu'il a une mission divine de convertir toutes les personnes sur Terre et que les autres sont des personnes qui ne devraient pas exister, carrément. Ouais. Mais la Scientologie fait interdire la diffusion de la vidéo sur le net, et c'est cette tentative de censure qui donne naissance au mouvement Anonymous auquel vous appartenez aujourd'hui. Voilà. Alors vous, sur votre écran, vous suivez la bataille entre la Scientologie et Anonymous. C'est le premier grand combat des Anonymous, c'est contre la Scientologie. Oui, d'ailleurs, ça reste encore aujourd'hui notre objectif principal. Ouais. Alors, fin 2008, vous parvenez à retrouver la trace d'Anonymous sur des forums américains. En fait, c'est un site qui s'appelle 4chan, site sur lequel on n'est pas obligé de s'identifier. Tout à fait. Et c'est comme ça que vous avez l'occasion d'aborder les Anonymous. Oui. Alors, grâce à ce forum 4chan, j'ai réussi à récupérer donc
l'adresse du site internet whyweprotest.net, le site international des Anonymous. Voilà. Alors, quand vous leur demandez des précisions sur ce qu'ils sont, ils vous répondent « Nous luttons contre les sectes, les dictateurs et les lois liberticides ». Tout à fait. J'imagine qu'Adopi, c'est pas la cam des Anonymous. Disons qu'il y a quand même des choses qui ne nous plaisent pas vraiment. Ouais. Alors les méthodes des Anonymous, il faut le dire, sont toujours pacifiques. Hein. Oui, les sites internet ne sont pas détruits, ils sont tout simplement bloqués. Donc ça nous permet donc de faire une manifestation de grande ampleur, où que l'on soit, et beaucoup plus médiatisée qu'une manifestation dans la rue. Voilà, alors là, vous décidez de vous lancer dans l'aventure sous le nom de The Vicious Man, le vicieux. Et puis un jour, donc, c'est le contact avec la cellule parisienne des Anonymous, et vous découvrez qu'il y a quand même 150 personnes qui sont impliquées dans l'affaire. Dans le réseau parisien, il y a environ 150 personnes, oui. Ouais. Alors, au printemps 2009, quand il y a le procès de la Scientologie à Paris, vous en profitez pour prouver aux autres Anonymous que vous avez emmagasiné des informations et vous obtenez un rendez-vous. Voilà. Oui, tout à fait. Alors là, vous entrez dans le concret. Hein. Julian Assange et son site Wikileaks viennent de publier leurs documents secrets. En représailles, les principales sociétés de paiement électronique décident de lui couper les vivres. Hein. C'est Mastercard, par exemple, qui décide de bloquer les comptes. Et les Anonymous utilisent leur arme qui s'appelle le déni de service. Voilà, ça c'est leur grande force, c'est le déni de service. Alors l'histoire, c'est très simple, c'est qu'il faut bloquer le site, en fait, en multipliant le nombre de connexions. Voilà. C'est un peu comme si tout le monde appelle quelqu'un au téléphone en même temps. Évidemment, le type, il ne peut plus se servir de son téléphone. Vous allez tous sur le site de Mastercard, par exemple, en même temps. Oui, un ordinateur peut simuler des milliers, voire même des millions de connexions à la seconde, ce qui fait qu'étant donné que les serveurs ne sont pas prévus pour recevoir plusieurs milliards ou dizaines de milliards de connexions à la seconde, le serveur n'est tout simplement plus capable de répondre et il se bloque. Donc vous invalidez les serveurs des sociétés que vous attaquez à ce moment-là. Voilà. Alors les lignes sont saturées, donc, et l'opération qui s'appelle Payback dure 1 semaine et Anonymous en sort victorieux. Tout à fait. Ouais. Alors, il faut savoir que cette opération a servi à plusieurs choses. La première, à faire comprendre que pour nous, la liberté de la presse, la liberté de tous les médias est prioritaire. Les médias sont quand même la clé d'une démocratie qui fonctionne. Or, là, couper les vivres à un site de médias, qui plus est de manière illégale parce qu'il n'y avait pas eu de jugement, ça nous semblait totalement incroyable. Alors l'opération suivante, c'est Ben Ali, évidemment. Anonymous lance des attaques pour saturer les serveurs du gouvernement tunisien et les rendre inopérants. Tout à fait. Alors d'autre part, quand Ben Ali tente de contrôler Facebook, YouTube et Twitter, vous envoyez des SMS aux blogueurs tunisiens pour qu'ils puissent se connecter malgré la censure et qu'ils puissent poster des images, en fait. En gros, avec donc certaines autres personnes, des numéros sécurisés ont été établis pour pouvoir nous expliquer ce qui se passait dans leur pays et mieux s'organiser. Alors, l'autre arme des Anonymous, c'est le black fax. C'est-à-dire que vous envoyez des centaines de milliers de pages noires sur les numéros de fax du gouvernement et ça les fait cramer. Tout simplement parce que les fax sont en grande partie à technologie laser, c'est-à-dire avec un tonnerre. Lorsque le fax se retrouve assailli, il imprime donc toutes les pages noires, donc déjà ce qui fait consommer énormément d'encre. Et le fax se met à tout simplement surchauffer et à planter. Oh putain, c'est normal. Alors évidemment, votre problème dans la vie, c'est la sécurité. C'est-à-dire que les Anonymous sont surveillés comme le lait sur le feu par toutes les polices du monde. Il y a des perquisitions, il y a des arrestations. Alors voilà, vous êtes obligé de créer des faux profils Facebook, des faux comptes Twitter. Et quand vous téléphonez, c'est avec des puces récupérées sur des téléphones que vous obtenez dans les lancements publicitaires. Alors, soit dans les lancements publicitaires, soit lors de soirées à l'étranger, certaines grandes compagnies téléphoniques donnent des numéros de téléphone. Et étant donné qu'il n'y a pas d'identification possible, on les utilise, on les exploite un maximum. Ouais. Alors, c'est comme dans la résistance, hein, il y a une méthode de cloisonnement. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas plus de 3 Anonymous. Ça nous permet de cloisonner le réseau si l'une des personnes est arrêtée, d'avoir quand même le réseau qui continue de fonctionner comme si rien n'était. Ouais. Qu'est-ce que vous risquez si vous faites attraper ? Par la police, personnellement, je ne crains pas grand-chose. Tout simplement parce qu'il faudrait qu'elle puisse prouver que j'ai participé à des activités illicites.
Chez les Anonymous, il n'y a pas de chef, hein? On n'a pas de chef. Ça permet justement aussi de protéger le réseau. Chacun donc donne son idée, essaye de faire réagir les autres. Et si une idée se détache du lot, est intéressante, eh bien les gens décident donc de mettre cette idée en pratique. Alors chacun est libre d'entreprendre les actions qu'il souhaite en fait. Oui, du moment qu'il respecte les règles importantes qui cloisonnent et qui structurent notre mouvement. J'espère que vous ne ferez pas serrer à la sortie du studio, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Christophe Ondelat, l'album ou pas, à télécharger sur votre site gratuitement. Et tous les soirs sur RTL, Ramayad, vice-présidente du Parti Radical, merci, Yvan Attal, sur scène dans Race, à la Comédie des Champs-Élysées, et Roland Quérol pour Tenez enfin vos promesses chez Fayard. Voilà, merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Roland Poincon et pour les abonnés à 20h50, l'avocat avec Benoît Magimel. Rendez-vous samedi prochain, ici, à la même heure. D'ici là, sur canalplus.fr, avec le top des vannes, l'édito de Blacko et l'édito des Gréments. Salut les Terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.